Hallo zusammen. Pascal hier. Bonjour à toutes et à tous, ici Pascal de Neutrality Studies. Aujourd'hui, je parle pour la deuxième fois avec Monsieur Ulrich Hayden. Ulrich Hayden est journaliste, auteur et correspondant de longue date à Moscou pour plusieurs journaux allemands. Ulrich, bienvenue à nouveau. Bonjour Pascal, de te voir. Leider müssen wir mit einem sehr unschönen Thema anfangen. Malheureusement, on doit commencer par un sujet assez désagréable, et même personnel. Il y a quelques jours, ou peut-être à la fin de la semaine dernière, ta banque en Allemagne t'a informé qu'elle fermait tes comptes. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, nous expliquer ce qui s'est passé? Parce que ce debanking, c'est en quelque sorte un avant-goût d'éventuelles sanctions contre toi en tant que journaliste allemand en Russie. Für dich als Journalisten, deutschen Journalisten in Russland. Oui, ça m'a vraiment choqué. C'était vendredi dernier, le 13 mars. Bon, je m'y attendais un peu, ou plutôt j'avais cette idée qui me trottait dans la tête que quelque chose comme ça pouvait arriver. Parce qu'en décembre 2023 déjà, la banque avait annoncé qu'elle ne pouvait plus faire de virements en ligne vers la Russie, que ce n'était pas possible. Elle disait être une banque régionale, ce qui est franchement absurde, parce que Hambourg est une place commerciale internationale, avec beaucoup d'étrangers et énormément d'affaires. Alors dire qu'on est une banque régionale et qu'à cause de ça, on ne peut pas avoir de relations bancaires avec un Allemand vivant en Russie, c'est quand même... Enfin bref. J'ai donc dû improviser pour pouvoir récupérer mon argent. An mein Geld ranzukommen. Irgendwie klappte das dann mit viel Zeitaufwand. D'une certaine façon, ça a fini par marcher, mais avec énormément de temps et d'efforts. Maintenant, je dois à nouveau improviser. En fait, il y a deux choses. D'un côté, il y a le compte, et de l'autre, la question de savoir comment transférer de l'argent de ce compte vers la Russie. Bon, pour ce qui est du compte, ils ont vraiment tourné autour du pot. Ils ont évité d'écrire noir sur blanc les vraies raisons de leur décision. Dans la lettre de résiliation, il y a juste une explication générale. Ils disent qu'ils réexaminent toutes les relations commerciales avec les clients qui vivent en Russie et qu'ils vont les clôturer. Voilà. Et au téléphone, un employé m'a dit que tout ça avait un lien avec les sanctions contre la Russie. Mais tout ça reste flou. Rien n'est vraiment clair, ni écrit noir sur blanc. Et puis, au téléphone, l'employé de la banque m'a aussi dit « Oui, mais où êtes-vous déclaré ?» Je lui réponds « En Russie ». Alors il me dit « Eh bien, si vous vous enregistriez maintenant en Allemagne, cette fermeture de compte pourrait peut-être encore être annulée. » Je lui ai répondu que c'était pas possible, parce que je passe plus de la moitié de l'année en Russie. Franchement, c'est très étrange. Est-ce qu'il pensait vraiment pouvoir me faire revenir de Russie avec une proposition pareille? Du genre, vous pourrez alors garder votre compte. Vraiment, très bizarre. C'est exactement la façon de penser des bureaucrates. Le brave monsieur à l'autre bout du fil savait simplement que si tu étais enregistré en Allemagne comme contribuable, on pourrait remplir le formulaire, l'envoyer, y mettrait un tampon dessus, et voilà, affaire réglée. Mais ce que ça signifie pour toi, personnellement, ça bien sûr, il ne le comprend pas. Was das für dich persönlich bedeutet, ist dem Herrn natürlich nicht klar. Je pars aussi du principe que ces employés avec qui j'ai affaire n'ont probablement rien contre moi personnellement. Il a aussi laissé entendre que l'autorité fédérale de supervision financière faisait pression. C'était d'ailleurs une remarque intéressante parce qu'il suggérait en quelque sorte que la banque peut-être prendrait même ses distances, mais qu'elle est obligée de le faire. Et Soit on a affaire ici à une obéissance anticipée de ta banque. Du genre, oh non, on arrête tous les échanges avec la Russie, même pour les citoyens allemands qui y vivent, plus de services bancaires privés, parce qu'on pourrait bien s'y brûler les doigts plus tard. Soit quelqu'un a passé un coup de fil en disant « On préfère que vous arrêtiez »,
un message venu d'une instance officielle. Mais évidemment, rien de tout ça ne serait rendu public. Donc, ça doit être l'un des deux, très probablement. Il a aussi dit que la Russie était un pays fiscalement étranger. Franchement, je ne vois pas trop ce que ça veut dire. Peut-être que si on se met dans la logique de la banque, on pourrait se dire, bon, il n'y a plus de relations légales ou officielles entre la Russie et l'Allemagne. Donc, les mesures contre le blanchiment d'argent ne peuvent plus être coordonnées, ou quelque chose comme ça. Très bien. Mais enfin, ils m'ont déjà interdit de transférer de l'argent vers la Russie. Le blanchiment ne peut donc même pas avoir lieu, puisque je ne peux déjà plus faire ce transfert. En réalité, il s'agit simplement de la présence physique de l'argent sur un compte en Allemagne. L'argent reste donc en Allemagne. Et ça, c'est bien leur domaine de responsabilité, sous leur contrôle. Tout ça est vraiment très étrange. C'est tout simplement une nouvelle forme de harcèlement qui vise des particuliers et surtout des journalistes. On ne sait pas si ça vient d'une autorité officielle ou si c'est une banque allemande qui agit par excès de zèle. Mais quoi qu'il en soit, ça s'inscrit clairement dans cette logique de harcèlement. Oui, exactement. Je vois ça de la même façon. Et j'ai ensuite décidé d'agir, parce que je ne peux tout simplement pas laisser faire ça. Dans mon domaine de responsabilité, je veux faire tout ce qui est en mon pouvoir pour m'y opposer. Alors j'ai écrit une lettre au président fédéral, Frank-Walter Steinmeier, dans laquelle j'ai brièvement exposé mon cas, en espérant qu'il me réponde. Je ne sais pas s'il m'aidera, les chances ne sont pas très grandes, mais au moins, je voulais essayer. D'accord, d'accord. Il faut essayer tout ce qu'on peut. C'est simple, mais c'est aussi triste en ce moment de voir comment cette histoire de sanctions, de sanctionnement, et heureusement, toi tu n'es pas sanctionné officiellement, mais on resserre de plus en plus les vis. On essaie d'empêcher toute interaction, même entre des particuliers en Allemagne et en Russie. Et justement, comme tu es journaliste, ça te touche encore un peu plus. Tu continues à travailler depuis Moscou. Tu écris pour les Nachdenkseiten et pour d'autres sites. Oui, on te complique vraiment la vie ici. Ja, also man macht dir hier das Leben wirklich noch schwieriger. Gut, wir werden natürlich an der Sache dranbleiben. Très bien. On va bien sûr continuer à suivre cette affaire. Et si quelque chose se passe, raconte-le-nous. Mais aujourd'hui, on voudrait surtout parler du sujet principal, la République du Donbass. Tu as beaucoup d'expérience pas seulement à Moscou, mais aussi en Ukraine, dans le Donbass. Et c'est justement de ça qu'on voulait discuter. À ton avis, par où faut-il commencer quand on parle de l'histoire du Donbass? Je ne parle pas du Moyen Âge, mais de ce qu'il faut comprendre pour saisir le conflit actuel et la situation d'aujourd'hui. Où commence cette histoire? Wo beginnt die Geschichte? Eh bien, si on adopte vraiment le point de vue russe le plus strict, on pourrait commencer en 1918, quand il y avait déjà une république du Donbass. C'était à l'époque de la guerre civile ukrainienne. Le Donbass a toujours été, on peut le dire, largement peuplé de Russes, parce que c'était une région industrielle construite à l'origine pour l'Empire russe. Il y avait beaucoup de charbon et on y a installé aussi les aciéries. Et donc, à ce moment-là, il y a eu ce qu'on appelait une république rouge du Donbass. Mais Lénine a alors dit non, nous voulons rattacher le Donbass à la République socialiste soviétique d'Ukraine. L'idée du pouvoir soviétique, c'était sans doute d'enrichir l'Ukraine paysanne en y ajoutant une partie du Donbass, plus prolétarienne et bolchevique. Vladimir Poutine s'en est d'ailleurs beaucoup agacé, en disant que les bolcheviks avaient en quelque sorte trahi les intérêts russes. Cela a aussi conduit au fait que la langue ukrainienne a été, disons, privilégiée par rapport aux Russes. Les Russes se sont donc retrouvés, pour ainsi dire,
discriminés par cette création artificielle de la République socialiste soviétique d'Ukraine. Diese künstliche Schaffung der ukrainischen sozialistischen Sowjetrepublik. Und also da war so eine positive Diskriminierung gegen Il y avait donc une sorte de discrimination positive contre les Russes en faveur de la culture et de la langue ukrainienne. Et ça, c'est vrai. Du moins autant que je peux le vérifier, il y a là une part de vérité. Et dans le conflit avec l'Ukraine, il est aussi intéressant, d'un point de vue historique, de voir que non seulement le Donbass a été rattaché à l'Ukraine, mais aussi d'autres régions, comme la Crimée, données par Khrouchtchev en 1954, ou encore l'ouest de l'Ukraine, l'actuelle Ukraine de l'Ouest, qui appartenait en fait à la Pologne jusqu'en 1939. Et toutes ces régions, les nationalistes ukrainiens les défendent bec et ongle, en prétendant que ce sont des territoires historiquement et naturellement ukrainiens, ce qui, de toute évidence, n'est pas vrai. Mais au fond, ça n'a plus vraiment d'importance maintenant. En ce qui concerne le conflit actuel, tout a commencé en 2014 avec le coup d'État à Kiev, et ça a immédiatement déclenché dans le sud-est de l'Ukraine un mouvement de protestation. Ça s'est étendu de Kharkiv à Donetsk, de Louhansk jusqu'à Odessa. Il y a eu des manifestations de Russes qui brandissaient même des drapeaux russes, réclamant l'amitié avec la Russie et la poursuite des relations économiques avec elle. À Kharkiv, il y a même eu fin février un congrès des députés du sud-est de l'Ukraine où le président Yanukovych devait encore prendre la parole avant d'être illégalement chassé de Kiev. Illegalerweise da vertrieben wurde aus Kiew. Aber dieser Kongress hat dann doch keine Wirkung. Mais ce congrès n'a finalement eu aucun effet, parce que le gouvernement issu du coup d'État en Ukraine a agi avec des groupes d'assaut, des unités militantes pro-Maïdan. Il y a eu des combats autour de l'administration régionale de Kharkiv. Elle a d'abord été occupée, puis reprise par des combattants pro-Maïdan. À Odessa, c'était un peu la même chose. Des manifestants s'étaient réfugiés dans la maison des syndicats après une attaque contre un campement de tentes. Là, ils ont été pris pour cible et le bâtiment a été incendié. C'était une manœuvre d'intimidation contre l'ensemble du mouvement de protestation. Les seuls qui, disons, dans ce qu'on a appelé le printemps russe, parce que c'était en quelque sorte un réveil russe dans le sud-est de l'Ukraine, ne cherchaient pas forcément à rejoindre la Russie. En fait, au départ, c'était plutôt une tentative d'obtenir un peu d'autonomie, de défendre la langue et la culture russe et d'éviter une ukrainisation forcée, comme on la voyait déjà depuis 2005. Par exemple, dans les universités et les écoles du Sud-Est, on imposait l'ukrainien comme langue principale, ce qui mettait les gens en difficulté, parce que ce n'était pas leur langue maternelle. Et puis, il y a eu les occupations à Donetsk et à Louhansk, menées par des militants non armés, mais dans un esprit de désobéissance civile. Les bâtiments administratifs ont été occupés, y compris à Louhansk, même celui des services secrets. C'était en mars et en avril 2014. Ensuite, le gouvernement à Kiev, dirigé à ce moment-là par Turchinov, le président par intérim de l'Ukraine, a lancé le 13 avril une opération antiterroriste. Des troupes ont donc été envoyées dans le sud-est de l'Ukraine, à Louhansk et à Donetsk. Des frappes aériennes ont commencé. Il y a eu des attaques et des combats autour des aéroports là-bas. Et on voit alors des images. Ces images de l'époque sont vraiment marquantes, parce qu'on y voit des véhicules blindés ukrainiens, avec des soldats ukrainiens dessus. Et en face, on voit des civils qui essaient à main nue d'arrêter ces blindés. C'était donc en fait en avril 2014. Autrement dit, c'était encore un vrai conflit à l'intérieur d'un même pays, donc de l'État ukrainien. Une guerre civile. Oui, une guerre civile. Et ça, les médias allemands et occidentaux l'ont complètement oublié.
ils ne se rendent plus compte que les gens là-bas, dans le Donbass, sont montés sur les barricades, ont organisé de grandes assemblées, comme je l'ai déjà dit, avec des drapeaux russes et tout ça, simplement parce qu'ils avaient le sentiment d'être repoussés, qu'on leur imposait un gouvernement nationaliste venu de l'ouest de l'Ukraine, avec une vision de l'histoire totalement différente. Pour eux, le 9 mai n'est plus la fête de la victoire sur le fascisme hitlérien, et ils ne veulent même plus célébrer Noël selon le calendrier orthodoxe russe. Das russisch-orthodoxe Weihnachten feiern. Die wollen, ja, und das hat man ja auch gesehen, wurden auch Oui, c'est ce qu'ils veulent, et on l'a bien vu. Tous les monuments ont été enlevés, les monuments soviétiques, russes, la langue russe aussi. Donc toutes ces craintes se sont bel et bien réalisées. Alors bien sûr, occuper un bâtiment, c'est une mesure très radicale. Mais cette mesure, elle avait déjà été appliquée à Kiev, le 30 novembre 2013. À ce moment-là, il y a eu une confrontation entre des étudiants et la police. Et ensuite, tout s'est soudainement radicalisé. Le Maïdan est alors devenu, il faut le dire, un mouvement vraiment militant. Du moins, il y avait une forte composante militante nationaliste de droite qui a fini par occuper jusqu'à 13 bâtiments gouvernementaux à Kiev. Donc, dire aujourd'hui que la violence aurait commencé avec les russophones du Donbass, c'est complètement faux. La violence a commencé avec l'occupation des bâtiments gouvernementaux à Kiev. Mit der Besetzung von Regierungsgebäuden in Kiew. Excusez-moi, mais je crois que c'est un point vraiment, vraiment important. Parce que la question, c'est comment tout ça s'est développé. Le fait n'est pas seulement que Viktor Yanukovych a été soutenu en grande partie par l'Est, donc il a été élu grâce à cet électorat. Je crois qu'un peu plus de 80% des gens de l'Est et du Donbass ont voté pour lui, et aussi, finalement, ceux de Crimée. Et qu'ensuite, en février 2014, ce président tourné vers l'Est a été chassé. Mais il faut aussi rappeler qu'un précédent avait déjà été créé en novembre, quand des insurgés, qui n'aimaient pas ce gouvernement, ont simplement occupé des bâtiments. Alors, dans le Donbass, des gens se sont dit « Eh bien, on va faire la même chose chez nous, puisque ici, nous sommes majoritaires. Et maintenant, on prend les choses en main. » Et c'est comme ça que, de manière assez naturelle, tout ça s'est amplifié à l'intérieur, parce que chacun apprenait de l'autre. Je veux dire, ces gens du Donbass, à la base, ce sont vraiment des gens paisibles. Si tu leur demandes « Mais en 2014, comment tout ça a commencé ?» Ils te répondent « À Kiev, ils manifestaient, et nous, on travaillait. » C'est ce que tout le monde disait. Autrement dit, ce sont des gens travailleurs, vraiment. Mais ce qui était fou, c'est que sur place, j'y étais apparemment, on voyait de grandes vidéos projetées sur des écrans qui parlaient de la mafia dans le Donbass et de tout ça. Bon, la mafia, il y en avait partout en Ukraine. Mais ces gens du Donbass, les nationalistes les traitaient de vatniki, de pro-russes, de mafieux, et ils les tournaient en ridicule. Dès le début, sur le Maïdan, il manquait quelque chose d'essentiel. Cette idée de dire « faisons vraiment nation, parlons-nous les uns aux autres ». À la place, il y avait cette attitude agressive et hautaine, ce ton du genre « nous, on veut aller en Europe, on est meilleur que les autres ». En gros, on ne veut rien avoir à faire avec ces arriérés du Donbass. Et ça, les politiciens ouest-allemands l'ont pratiquement repris à leur compte, parce que je l'ai observé de très près. En 2013 et 2014, pendant le Maïdan, il n'y a pas eu une seule visite d'un responsable politique européen dans le Donbass, à Louhansk ou en Crimée. Pas une seule. Alors que, je veux dire, à ce moment-là, tous ces gens étaient encore des citoyens ukrainiens. Comment peut-on distribuer des petits pains sur le Maïdan et s'en vanter? Plus tard, on a mis à disposition 5 milliards pour le renversement du gouvernement en Ukraine, comme l'a expliqué Nuland, très fière d'elle d'ailleurs. Mais dès le départ, tout ça s'est fait par-dessus la tête des Ukrainiens russophones, qui étaient culturellement liés à la Russie.
Et le simple fait que cette réalité ne soit jamais mentionnée dans les médias allemands, c'est déjà criminel. On y raconte une histoire qui ne parle que de l'ouest de l'Ukraine, alors que ce n'est en fait qu'une petite partie du pays. En Ukraine, il y a beaucoup de nuances dans les relations avec l'Occident. C'est vrai que l'influence occidentale est plus forte à l'ouest, mais le centre et le sud-est du pays, eux, penchent davantage vers la Russie. Die Südostukraine, die stärker zu Russland tendiert. Also unvorstellbar. Ce qui est fou dans tout ce récit, c'est qu'en Europe, en Allemagne, en Suisse et ailleurs, on entend sans arrêt « il faut soutenir les Ukrainiens, il faut aider les Ukrainiennes et les Ukrainiens ». Mais quand on demande « oui, lesquels exactement? Pourquoi pas ceux de l'Est ?» Eux non plus ne veulent pas vraiment être avec la Russie, et ils vivent aujourd'hui sous occupation. Et puis, quand on pose la question, pourquoi plus de 3 millions d'Ukrainiens ont-ils en fait fui vers la Russie? Eh bien, ça aussi, il faut bien l'expliquer. Et là, les gens en Europe commencent à se fâcher. Parce qu'à ce moment-là, ils se rendent compte qu'on n'est pas d'accord avec eux, avec ce récit selon lequel toute l'Ukraine, tous les Ukrainiens, voudraient la liberté vis-à-vis de la Russie, et que la Russie aurait simplement payé 2 ou 3 mafieux avant d'envahir. Mais c'est pas du tout ce qui s'est passé. Dans le Donbass, c'est un peu différent, parce que notre récit, à nous, c'est qu'il y avait là-bas juste quelques chefs de guerre, comme on dit, des warlords, et que la Russie leur aurait donné de l'argent, puis qu'elle serait venue ensuite avec ses propres troupes, qu'elle aurait tout occupé, et qu'elle tiendrait la population sous une poigne de fer. C'est à peu près comme ça qu'on le raconte chez nous. Mais franchement, c'est du baratin bon marché, non? Ja, vor allen Dingen ist es ja so, Sie könnten, wenn Sie sagen, also die russische... Oui, surtout que si on y pense, il pourrait dire, enfin, même Steinmeier l'a dit, que les Russes auraient envoyé des troupes en 2014. Mais il n'existe pas une seule photo, pas une seule vidéo montrant des troupes russes ou des forces armées russes. Rien du tout. La seule chose qu'on a, c'est une déclaration publique de Poutine et de son porte-parole, Peskov, disant qu'on sait que des milliers de Russes ont suivi, comme on dit en Russie, l'appel de leur cœur, et sont partis dans le Donbass pour soutenir les Russes qui vivent là-bas. Je veux dire, il y a aussi des Allemands qui vont en Ukraine et qui se battent du côté du gouvernement ukrainien. Auf Seiten der ukrainischen Regierung, also da hat man nichts dagegen, aber Bon, là-dessus, on n'a rien à redire. Mais, enfin, c'est d'abord un fait. Il n'y a aucune preuve que la Russie ait été militairement active là-bas. Je suis certain que la Russie avait des conseillers sur place qui ont aussi aidé les insurgés. Surtout au moment où la République populaire a été mise en place, pour remettre un peu d'ordre dans tout ça. Parce que dans ces républiques populaires, il y avait par exemple beaucoup de bataillons qui contrôlaient chacun leur propre zone, et c'était complètement flou. À l'intérieur de la République de Donetsk, il y avait plusieurs petits territoires. Et on ne comprenait pas non plus pourquoi les républiques populaires de Luhansk et de Donetsk ne s'étaient pas unies dès le départ. warum überhaupt die Volksrepublik Lugansk und Donetsk, warum die nicht gleich zusammengegangen sind. Also es waren auch, mal sagen, ja, starke... Il y avait aussi de fortes fragmentations, et je pense que des conseillers russes ont certainement aidé. Peut-être même que des conseillers militaires étaient effectivement actifs sur place. Mais ceux que j'ai rencontrés à Luhansk, par exemple, m'ont toujours dit « Toutes les armes qu'on a ici, on les a prises aux Ukrainiens. » Et puis, parmi tous les gens qui détestent la Russie, pas un seul n'a montré la moindre photo de troupes russes en Ukraine, avant 2022. Donc, elles n'existaient pas. Je veux dire, il n'y en avait même pas besoin parce que la Russie n'était pas intéressée à faire une démonstration militaire. En réalité, le but de la Russie, c'était que le Donbass obtienne une certaine autonomie, la protection de la langue russe, et ainsi de suite, tout en restant à l'intérieur de l'Ukraine. Schutz der russischen Sprache und so weiter innerhalb der Ukraine. Das hat Russland ja praktisch... Et la Russie a effectivement maintenu cette position jusqu'en 2022. Moi, j'étais sur place.
J'ai parlé avec les volontaires. Ils étaient là dans les tranchées, à Donetsk et autour de Donetsk. Ils me disaient, on se fait tirer dessus en permanence, on veut riposter, mais on n'a pas le droit de le faire. Et ça les mettait vraiment en colère. Il y a aussi beaucoup de gens qui disent aujourd'hui qu'ils en veulent à la Russie de ne pas être intervenu plus tôt. Beaucoup de Russes de cette région sont déçus pour cette raison. Des détails comme ceux-là, on ne les apprend vraiment que quand on est sur le terrain. On ne découvre les détails qu'en étant sur place, mais l'ensemble devrait en fait être assez clair, puisque les deux républiques populaires avaient alors déclaré leur indépendance. C'était à un moment donné, pendant l'été ou l'automne 2014. En mai 2014. Im Mai bereits. Im Mai haben sie ihre Unabhängigkeit erklärt und bis Februar 22 hat Russland Jusqu'en février 2022, la Russie n'avait pas reconnu ces déclarations d'indépendance. Elle n'a jamais dit « oui, vous êtes indépendant, on vous soutient » ou quelque chose comme ça. Non, toute la stratégie a toujours été de garder le Donbass à l'intérieur de l'Ukraine. C'était d'ailleurs tout le cadre des accords de Minsk 1 et 2, que le Donbass reste justement dans ce pays. Au fond, c'était ça, dès le début, l'espoir de la Russie. L'idée, c'était que si grâce à la pression politique, le Donbass obtenait son autonomie, alors l'Ukraine deviendrait en pratique ce que la Russie souhaitait vraiment, un État neutre. Parce que si le Donbass avait eu une voix au Parlement ukrainien, tous les excès qui ont suivi n'auraient tout simplement pas pu se produire. Ça aurait provoqué un scandale international. Si un pays, avec une région autonome en son sein, avait traité cette région de cette manière. Mais aujourd'hui, le Donbass est coupé, isolé et recouvert d'un voile de silence. On ne sait plus vraiment ce qui s'y passe. Et pour la Russie, c'est très défavorable parce que maintenant, seuls les médias russes en parlent. Les journalistes occidentaux, eux, n'y vont presque plus. En fait, toute la stratégie du côté russe, c'était une neutralisation institutionnelle, au sens de garder l'Ukraine neutre, qu'elle ne devienne pas membre de l'OTAN, mais qu'elle ne soit pas non plus intégrée dans la sphère russe. Donc, qu'elle ne devienne pas un second Bélarus, mais qu'elle reste dans une position intermédiaire, parce que le Donbass servait de contrepoids à l'ouest de l'Ukraine. Et de cette façon, on pouvait maintenir un environnement stable. Et ça aurait presque marché, s'il n'y avait pas eu le Maïdan, si le mouvement n'avait pas continué, et s'il n'y avait pas eu ensuite cette construction politique et cette remise en cause constante des accords de Minsk. D'ailleurs, Poutine, à mon avis, avait accepté cette idée, parce que ça aurait pu être une solution pour une coexistence acceptable entre voisins. Tu ne trouves pas? Oder wie siehst du das? Si, enfin, je veux dire, les Russes ont en fait mené une politique défensive. Ils ont essayé, sur le plan diplomatique, de tout faire pour protéger leur sécurité. Protéger leur sécurité, ça veut dire que l'Ukraine ne devienne pas membre de l'OTAN et qu'aucun groupe, disons, nazi, donc des groupes extrêmement anti-russes, n'arrive au pouvoir là-bas. Et on aurait pu éviter tout ça si le Donbass avait vraiment été intégré, avec son autonomie, dans l'État ukrainien. Oui, enfin, je veux dire, cette générosité de Poutine, disons-le, elle n'a même pas été récompensée. Je veux dire, et je l'ai déjà dit, il y a même des Russes qui disent qu'il est beaucoup trop doux, trop patient, et ainsi de suite. Mais bon, c'est un autre sujet. C'est tragique. Moi, j'étais récemment dans la région en janvier, à Mariupol. En fait, j'y vais presque chaque année dans le Donbass, depuis 2014. Et pour moi, c'est devenu une sorte de patrie. Quand je marche dans Donetsk, je connais les rues, et c'est une sensation étrange. On se sent lié à cet endroit. Bien sûr, j'essaie aussi de rester lucide, de garder une approche objective.
aber man wird irgendwie Teil dieses Mais on Konflikts. devient d'une certaine façon partie prenante de ce conflit. Et parfois, c'est très douloureux. Parce que je veux dire, je me souviens par exemple de certaines situations. En 2015, j'ai visité une école à Donetsk et les enfants à l'époque me racontaient tout fièrement et avec excitation qu'ils savaient déjà reconnaître les projectiles qui passaient au-dessus de la ville ou explosaient quelque part. Quel type de projectile c'était? D'où ils venaient? C'est inimaginable. Et aujourd'hui, on a une situation où des enfants de 12 ans, nés en 2014, l'année de la guerre civile, donc l'année du coup d'État, ont maintenant 12 ans et ne connaissent en réalité rien d'autre que la guerre. Die kennen eigentlich nichts anderes als Krieg, ne? Und das ist ja, schrecklich Et c'est terrible. Et en fait, c'est aussi un crime de l'Occident. Parce que ces enfants, nés pendant la guerre, qui ont grandi sans rien connaître d'autre, on ne les connaît tout simplement pas. Quand on parle d'enfants ukrainiens, ce sont toujours ceux du centre du pays, mais jamais ceux du Donbass. Et franchement, les principes humanitaires que l'Europe prétend défendre, ils sont violés. Et le pire, c'est qu'en Allemagne, on essaye maintenant activement de discriminer et même de rendre illégale l'aide humanitaire. Il existe pratiquement des mandats d'arrêt contre des membres de l'organisation humanitaire Pont de la Paix Donbass. 2 de ces membres vivent aujourd'hui à Moscou. Mais dans les médias allemands, on continue à lancer ce genre de campagne. Une section de la sûreté de l'État a perquisitionné des appartements dans le Brandebourg et à Berlin, sans trouver les personnes recherchées. On savait pourtant depuis longtemps qu'elles vivaient déjà à Moscou, qu'elles avaient émigré, parce qu'elles avaient peur de continuer à vivre en Allemagne. Et ensuite, on construit de façon forcée l'idée que l'aide humanitaire n'en est pas vraiment une, mais qu'il s'agirait en réalité de livraisons dissimulées, prétendument de pièces détachées, qui pourraient aussi être utilisées à des fins militaires. C'est quelque chose qu'on ressort sans arrêt, de façon vraiment insistante. Mais la vraie question, c'est que font les organisations humanitaires occidentales elles-mêmes? Quand elles décident d'interdire la Friedensbrücke Donbass, et qu'ensuite elles qualifient toute aide au Donbass de soutien au terrorisme, ce qui est quand même inimaginable, elles pourraient au moins dire « Oui, mais nous, on a envoyé nos propres équipes, on a envoyé la Croix-Rouge, on a fait ci ou ça. » Mais ce n'est pas le cas. À ma connaissance, la Croix-Rouge n'est pas présente là-bas et aucune autre organisation humanitaire allemande non plus. C'est tout simplement cette mentalité de guerre qui présente toute aide apportée à l'ennemi comme quelque chose de terrible, presque comme une trahison. Pour les enfants, enfin, pour les civils, on dit déjà que c'est soi-disant militaire et tout ça. C'est simple, c'est une évolution vraiment inquiétante dans laquelle l'Europe se trouve en ce moment, et malheureusement, l'Allemagne en tête. Cette espèce de totalisation de l'effort, ce « nous devons gagner », eh bien c'est aussi quelque chose de tout à fait classique, qui revient toujours en temps de guerre. Et malheureusement, en Europe de l'Ouest, on assiste à une idéologisation complète. On cesse de faire la part des choses, on veut tout faire pour nuire à l'ennemi. Et on finit par impliquer aussi la population civile. On le voit en ce moment avec l'Iran. Le chancelier Merz justifie l'attaque des Américains et des Israéliens contre l'Iran en disant que l'Iran a lui aussi violé le droit international, donc il peut maintenant être attaqué. Et cette logique, malheureusement, on la retrouve jusque dans l'aide humanitaire, dans les zones de guerre. Qu'est-ce qu'il faut garder à l'esprit quand on parle du Donbass? Eh bien, quelque chose que beaucoup de gens connaissent heureusement, peut-être pas de l'autre côté, mais d'une autre, dans notre récit, c'est qu'entre 2014 et 2022, 14 000 personnes
ont perdu la vie dans le Donbass, sous les tirs de l'Ukraine de l'Ouest. Ce sont quand même des chiffres énormes. Enfin non, ce n'est pas tout à fait exact. Ja, das ist nicht ganz richtig. Also, soweit ich weiß, diese Zahl 14.000 bezieht sich auf Alors, den autant que Donbass. je sache, ce chiffre de 14 000 se rapporte au Donbass. Also, Le Donbass, c'est une région, donc Luhansk et Donetsk en font partie. also Lugansk, Et en 2014, seulement les 2 tiers de cette région sont passés sous le contrôle des républiques populaires. Un tiers est resté ukrainien, disons. Et quand l'ONU parle de 14 000 morts, elle inclut aussi les victimes du Donbass ukrainien, si je puis dire. Mais au fond, ça ne change rien. Une guerre civile reste une guerre civile. Des gens meurent des deux côtés. La vraie question, c'est pourquoi cette guerre civile a éclaté. On en a déjà parlé. Ce qui est scandaleux, à mon avis, c'est que ces 14 000 morts ont complètement disparu des médias occidentaux depuis 2022. Parce que ces 14 000 morts prouvent bien qu'il y avait déjà la guerre. 14 000 personnes étaient déjà mortes. Mais ça, évidemment, ça ne colle pas avec le récit officiel. Il faut absolument répéter chaque jour que c'est la Russie qui a commencé la guerre en 2022. Man muss hier unbedingt hier täglich wiederholen, dass Russland den Krieg angefangen hat mit der Invasion War in die Ukraine. 2022. Ja. Unprovoziert einmarschiert 2022. L'invasion non provoquée de 2022. Cette guerre non provoquée. Mais j'en ai déjà parlé avec Patrick Barbe. Pour moi, cette guerre devient plus compréhensible si on la décompose en 3 conflits distincts qui se déroulent en même temps. D'un côté, la guerre civile dans le Donbass, qui a commencé en 2014. Ensuite, la guerre interétatique entre la Russie et l'Ukraine, là où les combats ont lieu en ce moment. Et puis, au-dessus de tout ça, le conflit entre grandes puissances, entre l'OTAN et la Russie, qui joue évidemment un rôle essentiel dans tout ce qui se passe. Der auch natürlich ganz essentiell dort hineinspielt. Und die 3 sind ineinander natürlich vermischt. Et les 3 sont bien sûr étroitement mêlés. Mais en réalité, ce sont 3 conflits différents, avec des causes différentes, et parfois aussi des acteurs qui ne sont pas forcément présents à tous les niveaux. La guerre civile et le conflit entre grandes puissances, par exemple, me semblent assez éloignés l'un de l'autre, même s'ils s'influencent évidemment mutuellement. Patrick Barbe dit qu'en fait, il y aurait 5 conflits distincts. Alors, selon toi, comment devrions-nous démêler au mieux la situation actuelle? Die momentane Situation am besten auseinanderbröseln. Also man müsste eigentlich ja die Krim auf jeden Fall. Die Krim hat ja auch noch mal ihre eigene Geschichte. En fait, il faudrait parler de la Crimée, bien sûr. La Crimée a aussi sa propre histoire. Il y a eu ce référendum, c'était quand déjà? En mars 2014. Puis, en mai 2014, les référendums à Louhansk et à Donetsk. Ensuite, les nouvelles régions russes, comme on dit en Russie, les nouveaux territoires russes, Kherson et Zaporizhia, n'ont rejoint la Russie qu'en 2022, également à la suite d'un référendum. Donc oui, je pense que le plus important pour nous, journalistes critiques, c'est de garder vivante la mémoire de la création de ces républiques populaires et de continuer à l'expliquer encore et encore. Parce que c'est au fond la preuve la plus importante que la guerre en Ukraine n'est pas la faute de la Russie, mais qu'elle est, en fin de compte, une réaction à un coup d'État. Eine Reaktion ist auf den Staatsstreich. Also, und Il faut sans cesse raconter à nouveau cette quête d'indépendance des républiques du Donbass. Il y a des films sur le sujet, de très bons films. Marc Barthein-May a réalisé le premier. Wilhelm Dunke-Schulz en a fait aussi, et beaucoup d'autres encore. J'ai récemment assisté à un festival de cinéma à Moscou, organisé par RT, où de nombreux films sur le Donbass ont été projetés. Il y en a un particulièrement remarquable, un documentaire exceptionnel intitulé Au bord du gouffre, réalisé par Maxime Fadev. C'est à l'origine un designer qui a commencé à filmer en 2014. Il vient de Sloviansk, donc du Donbass lui-même. Et il a filmé, avec une caméra de très haute qualité, le bataillon Somalie, un bataillon de volontaires. Chaque jour, du matin au soir, il se mettait lui-même en danger pour tourner ces images. Täglich, also von morgens bis abends in Gefahr begeben. Dieses Bataillon ist komplett
Ce bataillon est anéanti, tous les hommes sont morts. Et dans son film, il montre comment ces gens, retranchés sous l'usine métallurgique d'Azov, ont essayé de chasser le bataillon Azov des immeubles où il s'était barricadé. Ce film en dit long sur un certain patriotisme, un patriotisme qu'on ne connaît pas vraiment ici. C'est celui de la population du Donbass, prête à se battre, mais pas pour une idée inventée. Ils se battent pour leurs valeurs culturelles, pour leur langue russe, pour ce qui compte pour eux, peut-être aussi pour leur foi, la foi russe orthodoxe. Et tu vois vraiment ces soldats, comment ils mangent, comment ils dorment, comment ils discutent entre eux, comment ils communiquent avec les radios, comment ils recueillent des informations. Ce n'est donc pas du tout un spectacle pathétique ou militariste, pas du tout. C'est un vrai film documentaire où tu es en quelque sorte plongé au cœur de l'action. Le film est, disons, intéressant, mais il a beaucoup de mal à faire parler de lui en Russie, parce qu'il y a énormément de spéculations autour de lui. Pourquoi est-ce si difficile? Aujourd'hui, le film est disponible sur la plateforme du premier canal russe. Il se compose de 4 épisodes, chacun d'environ 2 heures. C'est une œuvre immense, mais les cinémas en Russie ne veulent pas trop s'y risquer. Ils ne la mettent pas vraiment en avant. Et le réalisateur, Maxime Fadeev, a dit lors d'une table ronde que ce n'était pas normal. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ou comme disent les Russes, la Grande Guerre patriotique, il y avait, par exemple, lors de la libération de Budapest, une vingtaine de caméramans sur le terrain. Et aujourd'hui, à Pokrovsk en Ukraine, il n'y en a qu'un ou 2. Pour moi, ça montre clairement qu'il y a dans la société russe des gens qui pensent qu'on ne fait pas assez de travail d'éducation patriotique. La Russie, mais je crois que la direction russe ne veut pas vraiment qu'on mette ce genre de film en avant, parce que ça pourrait provoquer des émotions très fortes. Quand les Russes voient ces jeunes hommes, 25, 30, 35 ans, aucun de plus de 40, en train de se battre, pour un Russe, c'est quelque chose de très touchant. Et puis, ils meurent tous. Alors la question se pose, est-ce que, comme nation, la Russie en fait vraiment assez dans ce conflit? Avons-nous vraiment défendu nos intérêts avec assez de fermeté? Ce que je dis peut sembler fou à beaucoup d'Européens, mais il faut regarder la Russie telle qu'elle est dans la réalité. Et là, il y a toute une palette de nuances. Il y a des gens qui sont peut-être même contre la guerre, mais il y en a aussi qui pensent qu'il faut soutenir beaucoup plus les républiques populaires et ces nouveaux territoires. Et puis, certains estiment qu'il faut agir bien plus durement contre l'Ukraine. Cette opinion existe aussi. Oui, non. Cette histoire avec le film, ça vient sans doute du fait que tout film de guerre, où les soldats ne gagnent pas héroïquement à la fin, ne plantent pas leur drapeau sur la montagne en disant « on a conquis », mais où on voit les gens mourir. Eh bien, tout film de guerre, comme ça, devient forcément un film contre la guerre, parce qu'il montre vraiment l'horreur, la terreur de la guerre, et qu'il alimente aussi la peur qu'on en a. Et ça, c'est souvent quelque chose qu'on ne veut pas voir pendant qu'une guerre est en cours. Après coup, ça passe mieux. On le voit même en Allemagne. Tous ces films antimilitaristes qui montrent comment les soldats allemands sont morts pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était aussi pour faire comprendre à quel point c'était terrible. Et oui, c'était vraiment terrible. Mais pendant la guerre, on préfère ne pas montrer comment meurent les siens. C'est triste, mais cette mentalité de guerre existe malheureusement des deux côtés. Et cette spirale de guerre, ce qu'on voit en Allemagne, c'est que cette partie de l'histoire est complètement passée sous silence. La souffrance du Donbass, l'isolement du Donbass. En réalité, l'Ukraine veut le Donbass, mais pas sa population. Et ça, certaines personnes l'encouragent.
Bevölkerung. Das Land Aber man muss ja, auch die Leute nein. man muss auch sagen, eigentlich, das Il faut aussi Leiden, dire que la das souffrance das ne touche pas Donbass-Land seulement le ist auch Donbass, mais aussi les hommes ukrainiens qu'on attrape dans la auf rue. der Straße La souffrance des démocrates das ukrainiens, Leiden der dont les partis ont été ukrainischen interdits, Demokraten, die des journalistes qui Parteien sont en prison. verboten wurden, der Il y a des Journalisten, milliers die d'Ukrainiens Knast qui sitzen, sont also enfermés là-bas. Hunderttausende von Il y a par Ukrainern, exemple die dort im Ruslan Knast sitzen. Kozaba, Es gibt un pacifiste Ruslan très connu, Kozaba, zum qui vit Beispiel maintenant à berühmter New York, Pazifist, parce der qu'il in aurait New été York accusé de lebt, trahison weil s'il était resté là-bas. da Donc, wegen Landesverrat hätte man ihn angeklagt, sonst wenn er da geblieben wäre. Also Es gibt so viele Videos, die sind so unglaublich brutal. Il y a tellement de vidéos d'une violence incroyable. Il y en a une que je n'oublierai sans doute jamais, et que je n'aurais d'ailleurs jamais dû regarder, où l'on voit 2 soldats ukrainiens sur le champ de bataille qui veulent se rendre aux Russes, les mains levées, et puis ils sont abattus dans le dos par leurs propres camarades ukrainiens. C'est inimaginable, cette brutalité. Et justement, tout l'effort des Européens devrait être de mettre fin à cette guerre le plus vite possible, par la diplomatie. Mais depuis 4 ans, rien n'a été fait dans ce sens. Au contraire, on continue de fournir des armes à l'Ukraine pour envoyer encore plus d'Ukrainiens se faire tuer au front. Pour moi, c'est un crime immense. Mais hélas, ce n'est pas l'avis de la majorité des Européens. Für eine Mehrheit der Europäer. ja, ich meine, man muss auch dann auch mal genauer oui, hingucken, je veux dire, was zum Beispiel il faut aussi regarder de plus près Christoph Wanner ce que dit par exemple Christoph Wanner, gesagt, le correspondant de la chaîne Welt à Kiev. Il dit parfois des choses vraiment intéressantes. Bien sûr, il est complètement du côté de la politique officielle allemande. Mais parfois, il dit des choses qui, en fait, peuvent aussi nous être utiles, au point qu'on peut même les publier. Par exemple, il a dit qu'il pensait que la russification, c'était de la propagande russe, mais qu'il avait vu lui-même à Kiev comment ça se passait et que c'était vraiment terrible. Je veux dire, c'est quand même une déclaration d'un libéral tout à fait ordinaire, disons, d'un libéral européen, qui devrait normalement être bien vu partout en Europe, ou encore, il dit qu'il a vu que 70 000 personnes, voire plus, étaient déjà revenues d'Ukraine à Mariupol. Donc, à Mariupol, la ville que les Russes ont, disons, prise, il y a des Ukrainiens qui y reviennent volontairement, parce qu'ils aiment cette ville, parce que c'est leur ville natale. Et ça, évidemment, ça ne colle pas avec le récit qu'on entend souvent, selon lequel tout le monde aurait fui Mariupol, tous ceux qu'ils pouvaient. Moi, j'y suis allé, j'ai vu comment la ville a été reconstruite à environ 90%. L'université, un bâtiment magnifique, et même le théâtre détruit, il est de nouveau là. Et là, j'ai demandé au recteur, alors comment ça se passe à l'université? En Allemagne, on dit que tous les Ukrainiens normaux ont quitté la ville. Et elle m'a répondu non. Pourquoi? Les patriotes, ceux qu'ils pouvaient, sont restés. Nous, on est le personnel enseignant de l'université. Ce sont tous des gens qui ont fait leurs études ici, à l'université de Mariupol, et qui travaillent maintenant comme professeurs de droit, et ainsi de suite. Et donc, les Russes ont, enfin c'est un peu drôle, les gens avec qui je parlais disaient toujours, quand quelque chose de nouveau était construit, oui, ce sont les Russes qui ont construit ça. Les Russes ont fait ça. Alors qu'en réalité, eux-mêmes étaient déjà Russes. Ils avaient aussi reçu des passeports russes. Et là-bas, dans cette université, il y avait un centre multimédia ultramoderne, une salle de danse et de théâtre, une immense salle de concert. Le bâtiment avait été presque entièrement détruit parce que le bataillon Azov s'était installé dans la cave et il y avait eu des combats autour. Et maintenant, ils étaient très contents que tout ait repris vie. J'ai vu ça aussi, les étudiants allaient et venaient là-bas. Il y avait même une pièce occupée par une psychologue qui racontait ce qu'elle observait. Elle disait, « Est-ce que les gens viennent ici à cause des conséquences de la guerre, des traumatismes ?» « Non, pas du tout, répondait-elle. Ici, on s'occupe de problèmes tout à fait normaux de jeunes, de leur vie quotidienne, et ainsi de suite. Donc,
ils essayaient vraiment de faire revenir une vie normale, de remettre les choses en marche, ce qui n'était pas si simple. La rectrice expliquait qu'en 2022, il y avait eu une période où beaucoup de gens étaient vraiment incertains. Est-ce qu'ils devaient quitter la ville ou même quitter l'Ukraine ou pas? Et alors, les professeurs de l'université ont décidé de donner l'exemple. Ils ont dit, nous allons intégrer les jeunes dans la vie universitaire pour qu'ils se sentent à nouveau normaux. Marmanode uturfnurli tsivrthente. Sich normal fühlen und wieder ankommen in der Realität. Das war gar nicht so einfach, sagt sie. Ist natürlich auch klar, C'était die pas si wollen simple, dit-elle. keiner- C'est keiner will logique. sterben. Personne ne veut mourir. Même les Russes ne pouvaient pas garantir qu'ils tiendraient la zone. On sait bien qu'à Kharkiv et à Kherson, les Russes se sont aussi retirés. Ils ont abandonné des territoires. Donc voilà, j'ai eu ensuite, c'était super, une discussion avec des étudiantes. Je leur ai demandé, vous êtes russe, ukrainienne? Et elles ont répondu d'une seule voix, nous sommes de Mariupol. C'était une forme de patriotisme local, en quelque sorte. Elles ne voulaient pas qu'on les enferme dans cette question. Tu es russe, tu es ukrainienne, et tout ça. J'ai trouvé ça très sympathique, mais justement, les Allemands devraient pouvoir comprendre ça sans problème. Müssten das doch eindeutig nachvollziehen können. Es war doch ein US-Präsident, der da stand. Und C'était bien un président américain qui s'est tenu là et qui a parlé exactement de ce point en disant « Je suis un Berlinois ». C'est exactement ça. On s'identifie à son environnement. On s'identifie comme venant de cette ville, de cette région. Un Bavarois sait qu'il est bavarois, et on pourrait dire la même chose des Allemands. Donc, même si ça ne se passe peut-être pas toujours comme ça, il faut comprendre que les gens se sentent enracinés dans leur région. Et là, on essaie de faire comme si tous les Ukrainiens étaient pareils, et tous les Russes aussi. aus einem Guss sind und alle Russen aus einem Guss. Also das, ja, aber das ist halt Teil des Mais ça fait malheureusement partie du récit de guerre. aber gut, Enfin bon, je suis quand même content qu'il y ait des journalistes, des correspondants comme toi, cher Ulrich, qui puissent expliquer comment tout ça fonctionne et qui peuvent maintenant s'appuyer sur leur propre expérience. C'est pour ça que c'est d'autant plus important que tu puisses tout raconter. Juste pour finir, les gens qui voudraient te soutenir, c'est évidemment compliqué en ce moment de t'apporter une aide directe. Mais est-ce qu'il existe encore des moyens, un endroit où les gens peuvent faire un don ou quelque chose du genre? Ein Ort, an dem Leute spenden können oder ähnliches? Also nach wie vor habe ich bei PayPal ein Alors, pour l'instant, j'ai toujours un compte chez PayPal, et c'est le seul que je peux indiquer en ce moment. Parce que faire un virement vers la Hamburger Sparkasse, je préférerais éviter. Ça pourrait vraiment s'arrêter d'un jour à l'autre. Il faut que je trouve une autre solution, mais je n'y ai pas encore réfléchi. Les gens qui veulent apporter leur soutien, eh bien, ils le feront peut-être. Ce n'est pas une question de jour précis, donc je vais y penser. Ja, das Video hier wird auch erst in ein paar Tagen oder vielleicht Ende nächster Cette vidéo sera diffusée dans quelques jours ou peut-être la semaine prochaine. D'ici là, si tu as quelque chose, envoie-le-moi. Je le mettrai dans la description de cette vidéo. Je mettrai aussi ton compte PayPal. Et vous, chères auditrices et auditeurs, si vous souhaitez soutenir Ulrich Hayden, regardez dans la description de cette vidéo. Il faut absolument qu'on continue. Les reportages sur place sont essentiels pour qu'on sache vraiment comment se déroule la vie là-bas. Et aussi comment se déroule la guerre. Ulrich, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non? Très bien. Ulrich Hayden, merci pour ton temps aujourd'hui. Alles klar. Ulrich Hayden, danke für deine Zeit heute. Ich bedanke mich auch.